Alors, bienvenue tout le monde. On est sur le deuxième cours de formation sur le Green Index 3.0. Donc, je vous rappelle que ça, c'est partie d'une série de formations que le groupe, le Green Inclusive and Climate Smart Finance Action Group, donc le groupe d'action de la plateforme européenne de la microfinance pour la finance verte et climatiquement intelligente, vous offre à travers le budget de groupe d'action. C'est la formation 2 des quatre formations. Alors, comme vous voyez ici, ça c'est un peu les dates qu'on a. Vous êtes aussi partie disons, de cours de formation qui sont livrés à la fois en anglais, à la fois en français et en espagnol, selon ce calendrier. Comme vous savez bien, si vous participez à tous les quatre sessions, on va vous envoyer pour la suite un certificat de participation sous ce cours de formation de Greenest 3.0. Et aussi, vous allez voir que si vous êtes une institution financière de microfinance qui fait des prêts directement à petites micro-entreprises, etc., et vous allez remplir les informations pertinentes pour votre performance environnementale, pour tous les quatre standards, on va vous envoyer pour la suite, à la fin de tous les quatre formations, un petit report sur vos scorings et la comparaison entre ce scoring-là et le scoring de tout le groupe. Hein, comme ça, on va faire un petit benchmark. OK. Si vous avez des questions pendant que je présente, bah, s'il vous plaît de les poser dans la chat et on va aussi avoir des moments d'interaction où vous pouvez ouvrir votre microphone et justement poser vos questions, mais aussi avoir des commentaires. On va essayer de faire la formation la plus interactive possible. Donc, je vais présenter certains éléments et si vous avez des expériences à partager, hein, directement de votre institution ou de certaines institutions qui sont partenaires à votre institution, bah, voilà, vous pouvez clairement le partager avec le groupe. Alors, les objectifs de la session d'aujourd'hui, c'est d'acquérir une compréhension initiale des normes JI1, que c'est la norme numéro 2, mais labellée norme 1, parce que la norme numéro 1, que c'est labellée norme 0, voilà, du Green Index 3.0, qui décrit l'identification des risques et opportunités environnementaux, donc, disons, normes fondamentales. Et aussi, bah, comprendre un peu les meilleures pratiques qui certaines des institutions de microfinance nous ont partagées l'année passée, où on a fait un collecte des données en fonction de comprendre bah, dans le secteur qui fait quoi et qu'est-ce que ça va être une bonne pratique à laquelle s'inspirer. Autre objectif, c'est développer un peu la base pour pouvoir évaluer le statut de l'institution. Voilà, ce sont participants hein, qui vous participez au certains de vos partenaires pour pouvoir collecter et comprendre l'état de la capacité de cette institution-là pour identifier ces risques et opportunités liés à l'environnement et pouvoir donc pour la suite identifier les lacunes de le statut de l'institution par rapport à les meilleures pratiques internationales. Donc ça, c'est un peu les deux objectifs. Donc à la fois comprendre qu'est-ce que c'est cette norme et à la fois être en capacité de pouvoir utiliser le Green Index 3.0 pour pouvoir analyser en institution et pour pouvoir évidencier qu'est-ce que sont les activités qui sont faites et qu'est-ce que sont les lacunes principales. OK, donc l'agenda, c'est ça. On va refaire une petite introduction sur la finance inclusive verte parce que je pense que pas tout le monde qui est présent, au moins on a vu la liste des participants, a participé à la première formation. Et après, on va se focaliser sur le standard 1 et comprendre un peu les bonnes pratiques. Et après, voilà, vous introduire directement à l'outil GreenS 3.0 pour le standard 1 et comment l'utiliser pour remplir ces informations. Donc, je vais essayer d'y aller un peu rapidement sur la première section parce que pour certains de vous, c'est en répétition, mais pour d'autres, non. Et donc, comme ça, qu'on fait un peu la base pour tout le monde pour après nous focaliser en grande partie de la formation sur la point 2 de l'agenda. Alors, petite introduction, la finance inclusive verte et le Green 3.0. Alors, je vous rappelle que on est dans le groupe d'action de la finance verte inclusive et climatiquement intelligente, un groupe d'action qui a été fondé en 2023 pardon, 2013, donc ça fait presque plus que 10 ans au sein de la plateforme européenne de la microfinance. Il a plus ou moins 150 membres affiliés de plus de 75 institutions. Et l'objectif depuis la fondation, c'était voilà, de définir un peu les défis, les stratégies actuelles du secteur de la finance inclusive par rapport à l'environnement, améliorer la connaissance et l'action, renforcer la coopération, accroître l'attention internationale, développer des outils dédiés
comme le Green Index 3.0, qui nous permet de nous aligner sur comment faire une analyse environnementale de l'institution des microfinances, par exemple, pour publier et diffuser les conclusions et renforcer l'intérêt. Donc, clairement, dans cette cours de formation, on est clairement au centre de ces objectifs-là. Donc, finance verte inclusive, petit résumé, il a à voir avec trois concepts clés et je pense que c'est très important de les répéter. À la fois, il y a un concept de vulnérabilité et je pense que c'est très important. Ça veut dire comme les clients et les institutions sont affectés par l'environnement, donc vulnérabilité, et il y a une sécheresse, certains de vos clients, ils sont affectés, cela se traduit dans un risque de portefeuille ou dans un risque qui vos objectifs sociaux ne sont pas atteints parce que certains clients sont trop affecté et donc on n'arrive pas à lui prêter de l'argent. Donc ça, c'est un volet vulnérabilité qui se décale sur pas mal de dimensions, climat, perte de qualité du sol, accès à l'énergie, euh, accès à l'eau, etc. Donc tout un côté de vulnérabilité, typiquement des clients, mais aussi des institutions. Et un autre volet, que c'est lequel que normalement on utilise pour introduire le concept de finances vertes inclusives, que c'est l'impact négatif. Ça veut dire l'impact que l'institution, par rapport à ses propres activités ou ses clients, a sur l'environnement. Donc, par exemple, coupure des arbres, utilisation des énergies non renouvelables, émission de gaz à effet de serre, pollution des rivières, des sols, etc., qui peut être fait à la fois pour les clients et pour l'institut. Et troisième volet, troisième concept clé, c'est la demande des clients et les opportunités des clients économiques pour investir dans des activités ou technologies vertes qui pourraient à la fois les aider à satisfaire leurs demandes, leurs nécessités, mais aussi satisfaire des besoins d'augmenter leur rentabilité. Exemple, bah, j'ai besoin d'un frigo pour mettre mes aliments. Donc, c'est une nécessité en demande, pas forcément en question de business productif, mais c'est une nécessité. Donc, à travers un frigo efficace, voilà, on dépense moins. Et donc, ça veut dire une solution d'énergie efficace peut satisfaire un besoin des clients. Autre scénario, bah, je suis en agriculture. Voilà, j'ai besoin d'intrants pour produire. Et donc, si je m'engage dans la production d'intrants organiques, bah, je peux éventuellement augmenter ma production et la rendre plus stable et moins vulnérable. Et donc, je satisfais un besoin économique pour augmenter ma production et éventuellement augmenter mes revenus. Donc, ces trois concepts sont clés. L'ensemble de ces trois concepts, c'est ce qui forme la finance verte inclusive. Donc, gestion des vulnérabilités, gestion des impacts négatifs et saisie des opportunités économiques qui peuvent être satisfaites avec des solutions vertes. Et les autres concepts clés, c'est ce qu'on appelle des directs et indirects. Donc, tout ce qu'on vient de discuter, il peut à la fois être lié à les activités des clients. On les appelle donc indirects parce que c'est des activités que l'institution financière ne fait pas directement, mais sont faites pour leurs clients. Il faut savoir que c'est là, c'est la très, très grande majorité de la vulnérabilité, des impacts négatifs et des opportunités, clairement. Mais il y a aussi un volet direct, c'est tout ce qui est fait euh, pour, euh, pour l'institution lui-même. Donc, par exemple, la vulnérabilité des agences, des quartiers de la siège centrale, par exemple, à sécheresse, inondation, etc., mais aussi de ses employés. Ou, par exemple, l'utilisation des papiers, ressources, essence, etc., pour le voyage des employés de l'institution. Donc, ça, c'est les concepts clés. Ces concepts clés de la finance verte inclusive sont inclus et traduits dans des outils, disons, opérationnels de Green 3.0. Le Green Index a une histoire un peu longue, a été fait pour la première fois en 2014 pour le groupe d'action de la plateforme européenne de la microfinance sur la finance verte inclusive et un instrument qui était développé pour aider les fournisseurs des services inclusifs financiers, donc sur microfinance notamment, pour pouvoir évaluer son état, donc faire une évaluation de sa performance environnementale, sensibiliser, comprendre que ça c'est un possible problème, la performance environnementale et qu'est-ce que sont les activités qu'on peut faire pour améliorer cela, former, former parce qu'une fois qu'on découvre tous les éléments de GNES 3.0, on découvre aussi qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer nos performances environnementales, clairement définir les possibles lacunes, définir les possibles priorités, voilà, planifier une action pour combler les lacunes et utiliser le Green Index 3.0 aussi pour suivre les progrès. Donc, on utilise le Green Index pour faire un état des lieux
Après, on définit des priorités, on agit en fonction de ces priorités, on a compris ce qu'on pourrait faire, et après une année ou deux, on le réutilise pour voir si on a progressé à quel niveau. Donc ça c'est un peu tout qu'est-ce que fait le Green Index. Euh, Maintenant, quelqu'un de vous a peut-être entendu qu'à partir de 2021, il y a eu une nouvelle dimension à l'intérieur des standards universels de performance sociale et environnementale de l'SPTF, SPTF Series. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Cette nouvelle dimension appelée dimension 7, donc la performance environnementale, c'était une dimension qu'on a co-développée ensemble entre Series et SPTF et le groupe d'action de la plateforme de microfinance européenne, donc nous. Donc, cette dimension 7 était co-développée pour ces trois entités et pour s'assurer que la dimension 7 soit totalement alignée à le Green Index 3.0. En fait, si on le regarde un peu en vision un peu plus large, le Green Index 3.0 est plus détaillé, il va beaucoup plus en détail sur les activités faites et la dimension 7 donne un overview plus large et inclut dans les autres six dimensions. Mais pragmatiquement, si vous remplissez un Green 3.0, vous avez déjà fait en dimension 7. Et si vous avez fait en dimension 7, vous avez une première vision de qu'est-ce que serait une analyse plus approfondie avec un Green 3.0. Si vous avez des questions, posez-les dans la chat ou je vous donne le microphone pour la suite avant de passer à la prochaine session. Donc, le Nestor 2.0 fonctionne de cette forme-là. Il est divisé en 4 standards. On va le voir dans un instant. Il a évolué 2014, c'était la première version, 2016, la deuxième et 2021, la troisième. Vous voyez, on a des indicateurs qualitatifs, des indicateurs quantitatifs. Les indicateurs qualitatifs peuvent générer un scoring de 0 à 100 selon le nombre d'indicateurs qui sont remplis et satisfaits. Voilà, et en fonction de le pourcentage que généré, va définir certaines lacunes dans chaque standard et éventuellement globalement, parce qu'à la fois, il faut voir si un numéro suffisant des activités sont mis en place pour chaque norme, mais aussi de voir et de comprendre s'il y a des lacunes relatives entre les différentes normes. Par exemple, la norme numéro 2, il vous dit la gestion du risque environnemental, par exemple. Ben, si cela est plutôt développé, mais la norme numéro 1, l'identification des risques environnementaux, c'est clair qu'il y a une lacune parce que si on n'identifie pas correctement les risques, comment on peut prétendre de les gérer? Donc, les lacunes sont évidenciées à la fois en fonction de le scoring pour chaque norme et en fonction de le scoring entre les différentes normes. Donc, ça, c'est le Green Index dans sa globalité. Donc, il a 4 normes que vous voyez, stratégie, qu'on a parlé le cours de formation d'avant, identification des risques et opportunités environnementaux, qu'on va y parler aujourd'hui. La prochaine fois, on va discuter la gestion des risques et opportunités. Et la dernière formation, on va regarder les produits et services verts, à la fois financiers et non financiers. Vous voyez aussi que chacun des normes a 2 pratiques essentielles. Donc, on se regarde la norme qu'on va regarder aujourd'hui. Vous voyez, il y a la première pratique essentielle, elle part de l'identification des risques et opportunités indirects. Souvenez-vous du concept que je viens d'expliquer il y a quelques minutes. Ça veut dire les risques et les opportunités de vos clients. Et après, on va voir la norme numéro 2, c'est l'identification des risques directs. Ça veut dire les risques et les opportunités qu'il a l'institution financière lui-même. Donc, ça veut dire son siège, ses employés, etc. Bon, avant d'y passer, est-ce que vous avez des questions avant qu'on se lance dans la norme numéro 1? Prenez le microphone, dites-nous. Catherine dit, c'est tout bon. Merci, Catherine. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont des questions? S'il vous plaît, si vous pouvez allumer vos Non, caméras, nous non, faire c'est bon, signe. ça, pour moi, ça va. OK, Nadia aussi, c'est bon. C'est tout bon? Tout le monde est clair? OK, donc encore une fois, je vous invite à ouvrir vos caméras. Je vois que vous êtes plutôt timide, mais ça aide aussi à présenter et de voir un peu comment on réagit selon la présentation. Merci beaucoup. Alors, on y va. Donc, ça, c'est un peu le corps de la formation d'aujourd'hui. On va regarder la norme numéro 1. Donc, s'il y a une chose à retenir ou avoir, disons, l'objectif à avoir aujourd'hui, c'est de terminer cette formation, de dire, j'ai compris qu'est-ce que c'est la norme numéro 1. J'ai compris certains exemples de la norme numéro 1, des bonnes pratiques, et si j'ai envie de remplir cette norme, je sais où la trouver et qu'est-ce qu'il faut remplir.
Donc, si dans les minutes qui suivent, cela ne devient pas en évidence, bah, levez la main parce que c'est l'objectif de la formation d'aujourd'hui. Alors, d'abord, source. Je demanderai gentiment à Anaïs si elle accède à la présentation de copier ces liens directement dans la chat. Alors, les sources qu'on a, c'est le Green Map. Alors, le Green Map, c'est une étude qu'on a fait avec le support du ministère luxembourgeois, où on a travaillé l'année passée, l'année d'avant, avec un groupe de consultants pour développer un petit outil digital qui était mis en ligne grâce à l'activité et à le support digital d'Edera Solution, que c'est le partenaire digital, disons, de solutions digitales de le groupe d'action, où vous pouvez explorer, selon la localisation géographique, des activités, des projets, des institutions financières qui ont mis en place certaines activités sur la finance verte inclusive. Donc, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore fait, de l'utiliser largement. C'est normalement fait en 3 langues, et donc vous pouvez clairement y regarder qui fait quoi, vous inspirer et éventuellement nous faire des retours. Et si vous avez des idées sur comment remplir davantage cet outil, s'il vous plaît de le faire, parce qu'on va cette année, l'année prochaine, à vous demander gentiment d'y contribuer aussi avec les connaissances que vous avez. Donc ça, c'est un. Deuxième, c'est cela. Dans le même travail qu'on a fait encore une fois avec le support du ministère luxembourgeois, bah, on a développé avec un groupe de consultants, on a développé des cas d'études sous de bonnes pratiques en manière d'identification des risques et opportunités. Donc, on les a développés sous tous les 4 normes et c'est là que je vous montre ces 4 cas d'études qui sont spécifiques pour la norme qu'on est en train de discuter. Vous trouvez en ligne sur le même lien, encore une fois, si Anis, tu peux le poster, vous trouvez en ligne, encore une fois, d'autres exemples ou d'autres normes, si vous êtes intéressé. Et voilà, dernière source de formation et d'information pour vous, si vous voulez approfondir davantage, il y a quelques années, on a développé un cours de formation plutôt large sur toute la finance verte inclusive, voilà, qui est en ligne. Il a des vidéos introductives, il a des matériels tout disponibles en ligne et en particulier dans le module 3 et le module 4, que vous voyez ici les liens ces 2 petites vidéos que vous pouvez regarder. Mais si vous voyez vers la droite le module 3 et le module 4, chacun c'est un paquet de quelques 70-80 slides. Bah, ils expliquent comment identifier et gérer la vulnérabilité, les impacts négatifs sur l'environnement, des choses qu'on va discuter aujourd'hui. Voilà, donc ça, Euh, c'est... Oui, on peut je vois poser qu'il y a des une questions. question. Ces vidéos en ligne, elles sont destinées à qui plus spécifiquement aux bénéficiaires des crédits Je ou n'ai bien pas entendu. Pardon, aux institutions? vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui, ces vidéos en ligne, c'est plus des vidéos qui sont plus destinées aux emprunteurs, aux clients ou bien aux Les emprunteurs. vidéos, c'est un résumé, si vous voulez, en 3-4 minutes du contenu de chaque module de Ah, formation. Donc, vous avez un d'accord, module, alors je ne sais pas le numéro actuel, mais peut-être c'est 12 même, un truc comme ça, dans 3 langues, anglais, français, espagnol, et d'accord, que vous pouvez le télécharger. Et il y a à chaque fois une vidéo de 3-4 minutes où vous explique le contenu et les points principaux. Donc, c'est plutôt pour qui va se former. La ok, formation est dédiée normalement à différents acteurs. Ça peut être à l'institution de microfinance, ça peut être un investisseur d'impact, ça peut être un consultant, donc tout qui travaille dans ces milieux-là. Il n'était pas adressé directement à les bénéficiaires ou les clients. d'accord. Donc, il n'y a pas vraiment de vidéos, par exemple, pour sensibiliser les clients sur les opportunités économiques liées à l'environnement. Ça n'existe pas en fait. Je remarque que c'est une formation, ce n'est pas une sensibilisation. Donc, vous vous formez de A à Z sur la finance verte inclusive. Les Mhm. instruments, les outils, comment faire un produit, comment analyser les risques et les D'accord, opportunités. Alors, à l'intérieur de cela, clairement, il y a des éléments qui peuvent être utilisés et extraits pour faire de la sensibilisation. À aujourd'hui, il n'y a pas de module de formation pour les clients, de sensibilisation pour les clients. d'accord, Dans la plateforme européenne de la microfinance et dans le groupe d'action, nous, on a comme axe d'action les intermédiaires financiers disons, l'écosystème consultant, financier, investisseur, etc., etc.
on cherche davantage de travailler avec certains de nos membres, vous êtes plutôt nombreux, pour pouvoir y accéder aux bénéficiaires, chose que d'ici on ne fait pas directement. Donc, s'il y a quelqu'un entre vous qui a très intérêt de développer des modules qui peuvent être des sensibilisations ou des formations des clients, des bénéficiaires, s'il vous plaît de laver la main. Nous, on fonctionne en fonction des requêtes et des demandes de nos membres. Ça peut être D'accord. une très bonne chose à faire, mais vous pouvez le faire seulement ensemble parce qu'au final, il faut le livrer. Et Mhm. clairement, on ne vend pas sur notre site web les clients et les bénéficiaires pour le faire. Il faut qu'il y ait une dynamique collective des membres de le groupe d'action pour le faire. D'accord, merci. De rien. OK, donc peut-être on prend un instant, hein. Est-ce que quelqu'un peut partager un peu son avis? Qu'est-ce que ça signifie identifier les risques et les opportunités? Ou qu'est-ce qu'on entend pour risque, opportunité directe et indirecte? Donc, si quelqu'un veut prendre le microphone et partager son avis, ce serait bienvenu. Et après, on y va dans le détail. Ouais, je peux essayer. Mais oui, Donc, au niveau des risques et opportunités directs, c'est plus au niveau de l'institution de microfinance. En fait, donc, les risques, c'est par exemple tous les enjeux liés aux catastrophes naturelles, défaut de remboursement des clients qui sont confrontés à des enjeux liés à l'environnement, le climat. Enfin, selon moi, et les opportunités, c'est toutes les opportunités aussi au niveau de l'institution de microfinance qui peuvent être générées par l'économie verte, que ce soit les énergies renouvelables, la gestion des déchets, etc. En fait, toutes les activités qui ont pour objectif de réduire leur impact environnemental, ça constitue également des opportunités au niveau des institutions de microfinance. Puis au merci niveau, Nadia. Ouais, allez-y, allez-y. Vous avez peut-être des exemples qui oui, viennent d'un certain des partenaires de votre activité. oui, par exemple, au niveau d'une institution de microfinance qui est dans l'agriculture, c'est tous les aléas liés au changement climatique, par exemple. Ça constitue un risque et une opportunité. Ça peut être de promouvoir des pratiques, de financer des pratiques plus responsables, donc soit des pratiques agroécologiques, soit des, des processus plus éco-efficaces comme l'utilisation de pompes solaires ou bien réduire les ressources, l'utilisation des ressources en eau, par exemple. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre entre les participants qui veut ajouter ou commenter? Soyez pas timide. Votre participation va enrichir la formation. Je vois aussi des gens qui travaillent directement dans ça, donc s'il vous plaît de prendre le micro, hein. Ouais, ça peut être au niveau opportunité, ça peut pour une institution de microfinance, c'est de pouvoir aussi financer tous les fournisseurs de solutions vertes également. Ouais, ouais. Est-ce que les autres participants sont de la même opinion et vous rajoutez quelque chose selon votre expérience directe? Je pense qu'il y a des opportunités aussi de verdir son activité, hein, de pas forcément vouloir faire une activité qui est verte, mais par exemple un couturier peut s'équiper d'un panneau solaire pour avoir accès à l'électricité ou un entrepreneur se connecter à une centrale mini-grid pour avoir accès à une énergie, à l'énergie renouvelable et donc créer des opportunités, des meilleures opportunités économiques. Euh, voilà. Après, les champs d'action sont très larges. On parle d'agriculture, on parle de, 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 d'entrepreneuriat avec du service ou du business. On parle de beaucoup de secteurs d'activité et je pense que c'est aussi un défi pour les institutions de microfinance de comprendre justement les risques et les opportunités dans tous les secteurs d'activité et non pas uniquement dans l'agriculture, par exemple. Ouais, ouais. En fait, c'est important aussi ce qu'on soulignait. Est-ce que c'est une activité verte ou c'est une activité qui a des composants verts, hein? Donc, cette distinction, c'est aussi important dans le sens que bah, on ne doit pas prétendre d'être verte au 100%, voilà, mais il y a aussi un chemin où il y a des éléments qui peuvent renverdir nos activités. Donc, je pense que c'est important à souligner. Donc, alors, en fonction de ça, peut-être je rajoute deux, trois choses pour faire pour y mettre aussi
Ah, attends, il y a Étienne qui voudrait peut-être partager quelque chose. En termes d'opportunité, Étienne nous dit, c'est le financement dans le cadre de la mise en place des énergies solaires pour nos différents clients. Et, Étienne, tu nous rappelles, euh, pas, tu Oui, nous rappelles de quelle institution vous venez, s'il vous plaît? ok, je m'appelle Tendano Etienne, je suis en tout cas le directeur de la Caisse populaire de Léo, voilà, situé dans la province de la Sicile. Nous relevons du Burkina Faso. OK, OK. Non, merci pour cela. Donc, alors, je vais mettre un petit chapeau méthodologique autour de ce que tu dis. Alors, d'abord, quand on parle de risque, moi, je le prends du point de vue purement financier. Après, on peut faire la même chose du point de vue social. Avoir un risque environnemental, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour des événements liés à l'environnement, on va le définir dans un instant, j'ai risque de perdre de l'argent, moi ou mes clients. Mhm. Cela peut être vérifié dans deux formes. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui un risque physique. Un risque physique, ça veut dire qu'il y a à voir normalement avec le concept de vulnérabilité. J'ai un sécheresse. La Mhm. sécheresse affecte mes clients. Mes clients en ont un prêt. Donc, les clients perdent de l'argent. Moi, j'ai des difficultés à faire des remboursements. Et mes investisseurs, éventuellement, ils ont un risque à perdre de l'argent. Ça, si vous voulez, c'est un exemple de ce qu'on appelle un risque physique climatique. OK? Mhm. Il peut y avoir aussi un autre type de risque qui s'appelle un risque de transition. Ben, ça veut dire, moi, je finance des choses polluantes, par exemple, coupe des arbres, des activités économiques de la ville qui polluent la rivière, etc. Donc, cela directement ne génère pas un risque de crédit direct, parce que voilà, c'est pas qu'ils perdent de l'argent parce qu'ils polluent la rivière à côté, mais je pourrais être exposé à ce qu'on appelle un risque de transition. Ça veut dire éventuellement mes fournisseurs, ma réglementation, mes régulateurs, etc., ne sont pas très d'accord que je contribue à polluer l'environnement. Donc, ça veut dire qu'à terme, j'ai un risque réputationnel, j'ai un risque de problème de refinancement, etc., etc. Et donc, voilà, ça va voir typiquement avec l'autre concept qu'on a introduit tout à l'heure, que c'est le concept d'impact sur l'environnement négatif. Donc, typiquement, si dans votre portefeuille ou votre institution a un impact sur l'environnement négatif, il peut être exposé à un risque de transition. Si il a une certaine vulnérabilité multidimensionnelle, on peut discuter lesquelles ils sont, on va les voir dans un instant, bah, vous avez éventuellement un risque physique. Ça veut dire que une agence, par exemple, est inondée, bah, c'est un risque physique, un client perd sa production, un risque physique. Le dernier point, c'est sur les opportunités. Les opportunités, c'est un point un peu au contraire, de dire, bah, en investissant ou en faisant des choses qui inverdissent les pratiques de ma propre institution ou de mes clients, j'ai potentiellement un gain économique. Par exemple, si je passe dans une situation de cultivation, je fais l'exemple, si vous voulez, en agriculture, après, dans le secteur urbain ou périurbain, donc je commence sans avoir accès à l'eau, donc voilà, et j'ai implément un système d'irrigation, par exemple, goutte à goutte. C'est un système qui est pertinent du point de vue environnemental, mais qui aussi génère normalement des productions plus élevées et donc des revenus plus élevés. Donc ça, c'est une opportunité qui est liée à un investissement vert. La même chose, ça peut être de dire, OK, je travaille dans un commerce et je voudrais vendre des choses aussi la nuit, mais je n'ai pas d'électricité. Donc, des panneaux solaires peuvent nous permettre d'allonger ou de cibler des heures de travail ou éventuellement, je peux vendre davantage ma production. Ça, c'est une opportunité. L'opportunité du point de vue de l'institution financière est liée typiquement à les opportunités de ses clients, mais peut être aussi autre que ça. Ça veut dire son opportunité, c'est de dire bah, je peux avoir accès à plus de clients, à des clients plus satisfaits, et éventuellement je peux avoir accès à plus de fonds à un prix plus intéressant de différents bailleurs parce que voilà, je vais davantage sur une dimension verte. Après, on peut décaler tout ça que je viens de dire sous différentes dimensions. Je ne sais pas de la faire trop compliquée. Hein. Ce n'est pas seulement le climat, ça peut être la biodiversité, ça peut être l'accès aux énergies renouvelables, ça peut être l'économie circulaire, ça peut être l'accès à l'eau, etc. Et on peut se décaler cela sur des éléments extra-financiers. Je fais un exemple parce que ce soit clair à tout le monde. Si un sécheresse affecte mes clients, voilà, mais disons, je ne perds pas davantage de l'argent, simplement ils ont du mal à me rembourser, mais quand même, ils me remboursent en mettant en péril, par exemple, la nourriture de ses enfants. Là, ça m'expose à un autre risque. Voilà, c'est un risque physique extra-financier. Ça veut dire que je n'arrive pas à atteindre mes objectifs sociaux. C'est l'objectif social que j'ai
c'est d'inclure, assurer le développement des communautés locales et l'accès à la nourriture, etc., donc tous disons, des impacts extra-financiers, bah, le fait qu'il y a une sécheresse qui quand même n'a pas un impact financier parce que les clients continuent à rembourser, mais cela génère davantage de souffrance de la population d'un point de vue de l'éducation, nourriture, etc. Bah, c'est là aussi, c'est un risque physique extra-financier qui génère une sécheresse, par exemple, hein. Donc c'est là, il faut voir vraiment, je pense, aujourd'hui, vous de la crise climatique, environnementale en général dans laquelle on est, le fait que la dimension environnementale est vraiment transversale à les autres. Donc, il peut avoir un impact financier, il peut avoir un impact social. C'est-à-dire, avant, il y a quelques années, on parlait de la third bottom line, donc la troisième dimension. Moi, je dirais que ce n'est pas forcément le cas. Il n'y a pas encore une acceptation dans le secteur, mais je dirais qu'en fait, à aujourd'hui, si on ne prend pas en compte la dimension environnementale, bah, on a de très graves risques de ne pas pouvoir atteindre la soutenabilité financière et économique de l'entité, ni de pouvoir atteindre les objectifs sociaux, que c'est quand même le centre de la finance inclusive. Donc, je suis sur ça. Alors, la norme numéro 1, de qu'est-ce qu'il parle? Donc, il s'agit de la capacité de l'institution à identifier. Alors, attention, on parle d'identification, on ne parle pas encore de gestion, on va parler de gérer la prochaine fois. Donc, c'est fondamental, c'est pour ça que dans le Green Index 3.0, on a une dimension en normes séparées entre identification et gestion. Dans la dimension 7, les deux sont fusionnés. Nous, on a préféré les séparer pour aller en détail dans les deux, avec l'idée qu'avant de s'y mettre à gérer les risques et les opportunités, il faut être bien capable de les identifier. Donc là, on regarde seulement, on regarde où ils sont, qu'est-ce qu'ils sont, qui est la cause et qu'est-ce que c'est leur ampleur, hein. Parce qu'en fonction de cela, on peut commencer à définir bah, comment je les gère. Pour les gérer, il faut qu'on est capable de l'avoir tous identifiés, pour les principaux, avoir compris d'où il vient ce risque, avoir compris qu'est-ce que sont les parties de la population plus affectées et qu'est-ce qui sont les plus graves. Donc, en fait, là, on parle vraiment d'identification, donc capacité d'identifier la vulnérabilité, et je viens de répéter, il y a le concept vulnérabilité et comme je peux être affecté. Et après, il y a l'autre partie qui est les impacts environnementaux négatifs. Donc, les deux, on doit identifier, hein. Donc, je suis vulnérable et j'ai des impacts environnementaux négatifs, qu'ils soient à la fois des clients ou du portefeuille, hein. Donc, ça, c'est le concept indirect, ou de l'institution, c'est le concept direct. Donc, les deux, comme ceux-là sont exposés à certaines vulnérabilités ou ils contribuent des impacts négatifs. Voilà. Et aussi, dimension numéro 3, comme on a discuté, c'est la dimension, si vous voulez, sur l'opportunité, la demande et les besoins et la demande des clients en matière de pratiques technologies vertes, ainsi que les opportunités de solutions même. Donc, vous voyez, c'est plutôt riche. Ça veut dire à la fois, il se focalise sur la dimension directe, indirecte. Vous voyez, portefeuille client indirect, direct, c'est l'institution et ses employés. Et à la fois sur ces trois dimensions, donc vulnérabilité, impact environnemental négatif et opportunité. Si une fois que vous avez terminé l'analyse de l'institution avec la dimension 1, donc la norme 1, il faudrait avoir compris à la fois au niveau de l'institution et au niveau des clients, leur vulnérabilité, leur impact environnemental négatif et leur opportunité verte. Ça vous permet de dire, bon, j'ai une première identification. Et après, je peux passer à la norme 2 qui va me permettre de gérer les risques et les opportunités que je viens d'identifier. OK? Donc, ici, comme vous voyez, c'est divisé en deux, identification des risques et opportunités indirectes, la première pratique essentielle, et identification des risques et opportunités directes, la deuxième norme essentielle. Bon, ça, c'est disons, le wording spécifique. Donc, on va regarder, je vais faire un petit tour des tables de qu'est-ce qui est inclus, et après, on va regarder des bonnes pratiques. OK? Donc, si on regarde la dimension A1, donc la première pratique essentielle, on regarde les risques et les opportunités indirectes. À gauche, vous avez la liste des indicateurs qui sont inclus dans le Green Index 3.0. C'est les indicateurs qualitatifs. À droite, vous avez des indicateurs de support qui s'appellent des indicateurs quantitatifs, qui vont vous permettre de quantifier, voilà, la quantité d'impact, de vulnérabilité que vous pouvez avoir. La première pratique essentielle est la plus longue par rapport à la deuxième parce qu'il va voir avec les clients. Et comme on définit avant, plus que 90% des impacts, vulnérabilité, opportunités dépend des clients. Alors, on va le voir un peu rapidement et après, on va prendre les bonnes pratiques, hein. La première, on me demande si la solution identifie la vulnérabilité au niveau des clients du portefeuille face au changement climatique, la dégradation de l'environnement, la perte de biodiversité.
Je vous rappelle que le Greenest 3.0, ça, on met seulement les questions. On va vous partager pour la suite un lien. Pour chaque question, vous avez un choix multiple. Vous avez entre 5, 10 ou 15 réponses possibles. Donc, vraiment dans le détail de qu'est-ce qui est identifié. Ici, on répond seulement les questions, comme ça qu'on comprend les concepts, si vous voulez. Après, on a le deuxième indicateur qui part sur la formation. Donc, est-ce qu'on forme les agents de crédit et le back-office à l'identification, à l'évaluation, à la catégorisation des vulnérabilités à niveau du client ou du portefeuille. Point très important, ce n'est pas suffisant de l'identifier, il faut aussi savoir est-ce que les gens qui identifient ces risques, ils sont-ils formés? S'ils ne sont pas formés, bah, on peut exprimer un peu de doute sur leur capacité d'identifier ces risques, ces risques liés à la vulnérabilité. Indicateur numéro 3, bah, on parle sur, bon, peut-être vous n'avez pas formé vos agents de crédit, mais est-ce que vous avez des partenariats avec des prestataires de technologiques ou techniques qui vous permettent d'évaluer voilà, cette vulnérabilité? Il n'est pas censé de tout savoir faire, ce sont microfinancières, peut-être ne forment pas, peut-être n'a pas des outils spécifiques, mais ils travaillent en partenariat avec d'autres qui sont des spécialistes. Et après, on va dans l'indicateur 4, 5 et 6 qui pratiquement dit exactement la même chose. Donc, on va pas regarder ça en détail, mais sur l'autre volet, sur les impacts environnementaux négatifs. Donc, vous voyez, les premières trois, c'est sur la vulnérabilité. J'identifie, je forme, j'ai des capacités techniques. Et la même chose, c'est sur, sur les indicateurs 4, 5 et 6. C'est maintenant, est-ce que j'identifie les impacts environnementaux? Est-ce que je forme mes officiels de crédit pour le faire? Est-ce que j'ai des partenariats ou des outils ou de la technologie pour pouvoir le faire? Hein? Donc, vous voyez, ces six questions, vous comprenez les premières trois, bah, les autres suivent, mais vous permet de différencier la partie risque physique et la partie risque de transition. Je vais sur les indicateurs quantitatifs dans un instant. Sur la suite, bah voilà, indicateur 7 va vers les opportunités. Donc, est-ce qu'on a, on a fait des études des marchés pour identifier les demandes et les besoins en matière des pratiques et technologies vertes? Est-ce qu'on identifie les besoins et les demandes de chaque client en niveau d'énergie abordable, fiable et propre, de propre, assainissement, augmentation de productivité, de qualité de la production, etc. Est-ce qu'on forme, encore une fois, les agents et le personnel de back-office pour évaluer et catégoriser les besoins des clients? Encore une fois, c'est un groupe de trois questions qui suivent la même logique. J'identifie, je suis formé pour le faire, j'ai des outils pour le faire. Et bah voilà, le dernier point, c'est encore une fois ce qu'on a des fournisseurs qui nous permet d'établir la demande. Bon, alors avant d'aller sur les exemples, vous voyez sur la droite les indicateurs quantitatifs. On ne va pas tous les balayer, mais il y a deux indicateurs quantitatifs qui sont faits des sous-indicateurs. Donc, le JQAA et le JQAA2 et JQAA3, bah, simplement, il va dire bah, combien des agents ils étaient formés voilà, sur l'évaluation de la vulnérabilité ou des impacts environnementaux négatifs. Combien de partenariats s'étaient faits, sous quelle dimension. Donc, ça vous permet vraiment, pour la suite, de quantifier, pas seulement je forme ou je fais, mais sous quel montant, sous quelle quantité, sous quelle extension. Parce que souvent, quand on remplit ces questionnaires-là, bah, on reste un peu avec le goût amer à dire, bah, écoute, il le fait, mais je ne comprends pas l'outreach. C'est là aussi très important de les remplir parce qu'il vous permet vraiment de pouvoir comprendre le progrès. Donc, souvent, une institution fait déjà une chose, dans l'année prochaine, elle le fait encore, mais est-ce qu'elle a fait mieux ou pire? Bah, ces choses-là, c'est possible de faire si seulement vous regardez les parties quantitatives. Donc, il a formé plus de gens, il a évalué plus de personnes, il a plus de partenariats. Et voilà. Et ici, voilà, ici, on va pratiquement arriver exactement la même chose sur la partie des impacts environnementaux négatifs ou sur la part de l'opportunité. Donc, je vous laisse balayer les indicateurs quantitatifs qui vous permettent vraiment de comprendre ben, est-ce que c'est la taille du marché qu'on peut attendre. Voilà. Est-ce qu'on l'a évalué? Est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'on a des objectifs à 4 à 5 ans, etc. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on part un peu avec des exemples. Questions? Ouais, peut-être, vous allez peut-être le dire dans les exemples, mais sur base de... Attends, je ne vous entends pas, Dania, vous pouvez Ah, répéter? peut-être vous allez peut-être aborder ça dans le cadre des exemples, mais sur base de votre connaissance lors de la mise en œuvre, est-ce qu'en général, ce genre d'étude est plus externalisé par les institutions ou internalisé?
Et même si qu'est-ce que ça demande en termes de temps de travail, de mobilisation et d'expertise, par exemple, pour faire ce genre d'études? Si ça doit être internalisé au sein de l'IMF. Ouais, bon point. Alors, il y a différents modèles. Donc, typiquement, les modèles dépendent beaucoup de la type d'entité avec qui on travaille. Ça dépend aussi de leur état d'avancement. Ça dépend aussi des types de portefeuille des clients qu'ils ont. Ça dépend aussi du pays, selon les capacités en place. Ça dépend des partenariats. Donc, voilà, il n'y a pas un modèle qu'on dit, bah, ça marche. Voilà, et cela ne marche pas. Et il y a différents cas de figure. D'abord, je pense que le truc le plus important, en absolu, si vous voulez, si vous travaillez sur la finance verte inclusive, ces indicateurs, ces standards, ces normes que je viens de décrire, c'est la plus importante, je trouve. Parce que c'est pas la plus importante dans la globalité, mais c'est la plus importante pour pouvoir établir un dialogue. Parce que souvent, on commence, allez, est-ce qu'on a une stratégie, est-ce qu'on a des produits verts, etc., etc. Est-ce qu'on gère? Et donc, les gens font des choses, mais après, on s'aperçoit qu'on n'a pas identifié ni les risques ni les opportunités. Donc, ça veut dire qu'on gaspille beaucoup de ressources, on ne cible pas les choses qu'on a besoin. Et donc, si vous êtes en dialogue avec une entité, vraiment, le premier point, c'est montre-moi comment vous identifiez vos risques et vos opportunités. Ça vous fait le 50% de la compréhension de qu'est-ce qu'elle est capable ou l'envie de faire ou pourrait faire et aussi avoir une priorisation. Donc, ça veut dire maintenant, est-ce qu'on le fait à quel détail, quand vous demandez qui le fait, etc. Ça, c'est très important, mais d'un point de vue secondaire. Parce que d'abord, il faut vraiment se dire, OK, est-ce que vous identifiez? Qu'est-ce que vous identifiez? Comme vous l'identifiez, montrez-moi. Et vous comprenez tout de suite à quel niveau il se positionne. S'ils n'ont jamais rien fait, OK, Mhm. la chose plus importante, indépendamment s'ils le font tout à l'intérieur des super outils, etc., c'est qu'ils le font. Parce que s'ils ne le font pas, bah, ils ne se sont même pas posé la question avant d'intervenir de qu'est-ce que sont les risques et les opportunités qu'ils peuvent avoir. Donc, ni de point de vue, disons, business, est-ce que j'ai des partenaires qui pourraient m'accompagner, ni de point de vue, ah là là, ça peut vraiment être un risque pour financier pour moi. Et donc, typiquement, le conseil qui s'est fait de forme le plus progressive possible. On ne peut pas arriver chez une institution qu'elle n'a jamais fait et dire, bah, attends, 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 moi, je veux savoir, région par région, le risque de ces cinq, disons, menaces climatiques et les monitorer chaque mois, tu vois, et avec une estimation de l'impact sur mon portefeuille. Super. Certains sociétés le font déjà. D'autres n'ont même pas d'idée de ce que je viens de dire. Donc, il faut comprendre d'abord et vraiment questionner où il se trouve et en fonction d'où il se trouve, lui faire une petite route. D'ici les prochaines 3 ans, normalement, tu avances comme ça. Après, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire en E5. Donc, d'abord, et approche progressive. À niveau de qu'est-ce qu'ils font les institutions, bah, ça dépend. Il y en a certains qui étaient pour quelques raisons formés à l'intérieur de ce projet, etc. Donc, ils ont des gens qui ont compris le cadre de comment analyser tous ces éléments-là. Et donc, ils le font à l'intérieur avec des outils qui peuvent être des enquêtes. Hein. Ça peut être des outils en ligne disponibles qui vont vous mapper selon les régions d'un pays les possibles événements climatiques. Voilà. Donc, ils ont une idée. Bah, si je reste ici, ici, là. Ils font des enquêtes et ils regardent ces outils en ligne. Donc, ils se font une idée voilà, en fonction de leur connaissance du terrain et en fonction des outils qui sont disponibles, qu'est-ce que sont leurs risques. Ça serait le premier conseil. Utiliser des choses qui sont disponibles en ligne, faire des enquêtes chez vos clients ou chez vos officiels de crédit qui plus ou moins déjà connaissent leur réalité pour avoir une estimation, prendre de la vulnérabilité des impacts et établir une carte. Ça ne coûte pas grand-chose. C'est pratiquement Know Your Client et ses environnements. Et en fonction qu'ils ont fait cela, bah, il y a d'autres qui avancent davantage. Ils ont vraiment des outils digitaux, ils ont des partenaires, des solutions data-driven qui s'intègrent dans leur système de gestion, etc., etc. Donc, mais la majorité vraiment du travail, ce n'est pas, je dirais, le fait qu'il soit exact, mais que le cadre soit posé et qu'il soit fait. Parce que cela, après, ouvre la voie à un progrès continu. Il faut aussi savoir que tout cela va évoluer. Malheureusement, dû au changement climatique, c'est tout en progrès. Donc, c'est pas quand je le fais aujourd'hui et demain, je suis sauve. Les technologies, les menaces, les conséquences vont Ça continuellement évoluer. évolue. Donc, je vais un peu sur des exemples. Identification des risques opportunités indirects, voyons des bonnes pratiques pour Banca Mia. Donc, Banca Mia, c'est une institution bancaire au Colombie qui a développé un ensemble de bonnes pratiques. C'est une institution qui est plutôt avancée dans ce qu'elle fait. Donc, voilà, certaines choses pourraient s'appliquer à certains partenaires qui sont des boutons et d'autres aussi des partenaires plus avancés. Alors, Bancami en Colombie, première chose, identifie les zones géographiques exposées aux menaces climatiques, notamment sécheresse, inondation, glissement de terrain ou avalanche. Donc, il a un premier point de vue, c'est est-ce que j'ai un partie du portefeuille qui est exposé à un certain ensemble des menaces. Les données sont trimestrielles, sont mises à disposition du Centre national de modélisation en Colombie. Vous voyez, il y a un partenariat ou un accès à des données publiques, ça dépend quel niveau on va le faire, avec une entité tiers. On ne va pas le faire toute seule.
clairement. Son vrai travail, c'est de regarder bah, est-ce que son portefeuille est- est- il se trouve dans des zones où il y a les plus grandes menaces climatiques. Ces informations alimentent le système d'information de la banque. Voilà, ça c'est l'intégration avec le système. L'écart de vulnérabilité permet à la banque de comprendre la réalité de ses clients en termes d'impact du changement climatique. Et en fonction de cela, Banque Amiens produit un index de portefeuille en souffrance en raison des effets du changement climatique. Alors ça, c'est un point très important. Ça veut dire en fonction des menaces possibles ou qui s'est déjà vérifié dans le passé, et en fonction de où j'ai mon portefeuille, où je peux voir, disons, des risques climatiques. Donc, on a des cartes de vulnérabilité, comme vous voyez comme ici, hein. Donc, ça, c'est en espagnol. Donc, c'est des cartes où vous voyez les différents menaces. Donc, inondation, incendie, glissement de terrain. Donc, des cartes de vulnérabilité au changement climatique contenant des informations sur la localisation des clients et des bureaux de la banque dans les départements où l'impact des changements climatiques est élevé. Il y a des alertes climatiques, l'identification de niveau de risque du portefeuille dû au changement climatique. Voilà. Et en conception d'une stratégie d'atténuation. Donc, si j'ai ce risque élevé, qu'est-ce que je peux faire pour m'adapter? Il y a une communication, surtout sur la partie agricole, des alertes agroclimatiques qui est mise par l'Association nationale des caficulteurs. Donc, ils ont un partie importante de leur portefeuille agricole sur la partie café. Et donc, le CENI Café, qui est un centre d'archivage dans ce cas-là et de recherche liées au café, bah, fournit des recommandations aux agriculteurs sur les bonnes pratiques agricoles en fonction des risques sur lesquels ces chaînes de production est exposée. Il y a des suggestions d'assistants techniques pour les activités de productivité. Donc, qu'est-ce que je vais faire en fonction de l'identifier? Là, on passe déjà un peu sur la partie de gestion, clairement, qui sont liées, et des envois du téléphone, du portable sur de l'agriculteur pour sensibiliser à des possibles risques à lesquels il est exposé et possibles solutions. Il y a une définition du pourcentage des clients vulnérables au changement climatique, y compris au moins deux niveaux d'exposition, hein. Donc, département et localisation géographique, en catégorisation des clients en fonction de leur vulnérabilité. Et lorsque les clients les plus vulnérables, bah, avoir des ateliers de formation pour lui permettre voilà, d'avancer et d'améliorer et réduire son exposition. Donc ça, vous voyez, c'est relativement simple en soi-même, mais plutôt complexe. Donc en fait, il y a tout un système de pouvoir identifier, selon les zones géographiques, quelles menaces les plus importantes, comment mon portefeuille pourrait être exposé, pouvoir y communiquer au bénéficiaire final son état et établir en relation avec des partenaires voilà, des possibles solutions de mitigation de ce risque. Donc ça, c'est, disons, une bonne pratique. Alors ça, c'est fait plutôt à un niveau un peu détaillé, comme vous voyez, pour Banque Amiens, mais le principe est plutôt clair. Ça veut dire, cela peut être fait sur des outils beaucoup plus simples. Il y a, comme je dis, des choses en ligne qui peuvent vous donner une idée de l'exposition au changement climatique en fonction de votre portefeuille et donc avoir en fonction un système de communication. Peut être comme ils font eux à travers le téléphone, ça peut être simplement avec le dialogue direct avec les clients, mais les éléments derrière cette bonne pratique sont clés. Il y a une certaine technification et Banque Amiens travaille sur cela, si je ne me trompe pas, depuis 10 ans, donc c'est quand même plutôt avancé. Mais derrière, il y a un cadre que je suggère un peu à tout le monde d'y s'inspirer parce qu'il y a des éléments clés. Le niveau de notification, complication, partenariat, c'est plutôt avancé, mais la base est quelque chose de très pertinent pour tout le monde. On a des amis aussi parmi nous de Komuba, hein, qui peut-être peut partager quelques, quelques, quelques éléments de ce que je viens de raconter. Donc, je vais vous donner le micro pour la suite. Donc, Komuba, institution au Bénin, qui participe depuis quelques années à l'implémentation des outils digitaux, mais aussi en compréhension des risques climatiques et de leur capacité à s'adapter, et aussi des produits verts. Donc, nous partage quelques bonnes pratiques. Donc, Komuba a une identification de vulnérabilité des clients et du portefeuille à risques liés au changement climatique, par exemple la pénurie de l'eau et le stockage, la manipulation et l'utilisation inappropriée des produits chimiques et dangereux, y compris des pesticides et des engrais. Donc, vous voyez ici, on passe au-delà de la vulnérabilité qu'on vient d'écrire dans le cas avant. Komuba, à travers des indicateurs du projet MEBA, c'est un projet mis en place qui a été mis en place pendant pas mal des années, 8 ans, à niveau mondial pour le programme des Nations Unies pour l'environnement. Ils identifient à la fois les vulnérabilités des clients et leur capacité à s'adapter, mais à la fois aussi
les pratiques environnementales dans le secteur agricole qui impactent négativement les écosystèmes. Donc là, on parle des autres éléments, donc l'impact négatif sur l'environnement. Les principaux risques identifiés sont ceux liés à la faible précipitation, à ma mauvaise manipulation des pesticides. Vous voyez, il y a deux risques. Enfin, un risque physique. Et voilà, les faibles précipitations qui génèrent un risque physique, éventuellement des pertes et donc un risque financier. Et l'autre, vous voyez, ma mauvaise manipulation des pesticides, c'est lié à l'impact environnemental négatif qui pourrait générer un risque de transition. Voilà, un risque réputationnel, un risque aussi, après, si vous voulez, aussi de santé pour les clients. L'adaptation de manuel de crédit à ces risques-là, ainsi qu'une numérisation des processus de crédit, comme ça qui lui permet, et ça c'est un point important, typiquement quand on va identifier ce type de risque-opportunité, bah, il faut gérer un certain nombre de données additionnelles. Donc, la gestion un peu plus avancée des données et la digitalisation peut clairement aider. Chose qui est mise en place comme Uba. Comme Uba, en cartographie des risques du portefeuille, y compris risques environnementaux, un manuel de gestion des risques. Chaque demande de prêt fait l'objet d'une évaluation à l'exposition des clients aux risques socio-environnementaux, qui permet de prendre une décision en fonction. Peut-être je m'arrête un instant si vous avez des commentaires et peut-être pour permettre à les amis de Komuba qui sont parmi nous, je vois Herman est parmi nous, si veut nous raconter un petit peu plus de qu'est-ce que vous faites sur ce domaine d'identification des risques environnementaux et des opportunités. Vous pouvez prendre le microphone, ouvrir la caméra si vous voulez intervenir. Herman, si tu veux. Peut-être pas. Sinon, si Herman ne veut pas intervenir, est-ce qu'il y a d'autres qui ont des questions sur deux exemples qu'on vient de faire, sur des bonnes pratiques à suivre pour s'assurer d'être capable d'identifier ces risques et les opportunités? On a parlé beaucoup de risques, pas forcément d'opportunités dans les exemples. Oui, je pense qu'il y a quand même un défi pour les institutions de microfinance, c'est qu'elles soient capables de géolocaliser leurs clients, donc elles aient des outils qui permettent de les géolocaliser et un système d'information qui permette de gérer ces données GPS et de les relier à des systèmes météo. Par exemple, je suis au Bénin, le même pays que Comuba. Aujourd'hui, des prévisions météo fiables, il n'y en a pas encore au niveau national. Donc, si on veut le faire, il faut se tourner vers des datas qui sont portées par d'autres solutions internationales. Donc là, il y a aussi un coût qui est associé. Et par exemple, pour Comuba, oui, je serais intéressée pour avoir un peu plus de détails sur ce qu'ils ont mis en place sur la gestion des risques au niveau de la demande de crédit. Ok, non, c'est un très bon point. Alors, je rebondis rapidement sur un point, après je donne la parole à Komuba s'il veut prendre la parole. Alors, très vrai, qu'est-ce que vous dites, Catherine? Par contre, il y a aussi des approches progressives. Je vais faire un exemple. Là, je vous mets en ligne Thinkazar, c'est un nom. Bah, si vous l'écrivez, normalement, vous tombez sur un petit outil qui est en ligne, digital, public, fait justement au niveau international, qui il fait un petit mapping des principaux risques et menaces à niveau mondial. Et je pense qu'il le fait aussi sous région, pour regarder la quantité de données disponibles pour le Bénin, qui donne une première indication. Donc, encore une fois, c'est très important d'avoir des données fiables, etc. Mais il y a des outils qu'on peut commencer à utiliser pour mapper bah, où il se trouve normalement ce type de risques qui sont publics, gratuits, etc. Deuxième, pour la géolocalisation, c'est clair. En ayant une bonne géolocalisation et un bon type d'information locale, ça me permet de faire un bon calcul. Je suis tout à fait d'accord, mais n'est pas nécessaire pour y commencer. Ça veut dire, bah, c'est aussi, une fois qu'on a les menaces principales par région, bah, on doit être capable de définir la quantité de portefeuille qu'on a pour les différentes régions et combien eux sont assujettis à cette menace. Par exemple, je suis au Bénin, il y a région A et région B, disons nord et sud. Bah, si le nord est affecté, je sais pas, par des pluies et le sud par des sécheresses, bah, voilà, en fonction de combien de portefeuilles j'ai selon les activités, je peux voir en première exposition de mon risque par rapport à cela, sans devoir forcément le géolocaliser. Hein. Donc, ça veut dire que c'est tout à fait exact ce que vous dites, mais le premier pas, ça permet aussi simplement de mettre en place ce type de système qui
peut être intégré, comme vous dites, très important, c'est intégré dans la gestion du portefeuille, tout ça, comme on voit dans le cas des banques amies, voilà, mais n'est pas non plus nécessaire. Ça veut dire on peut voir ce type de publication trimestriellement, semestriellement, etc., fait, séparément, hein, pas forcément qu'ils soient intégrés et diffusés dans les différentes agences. Ça veut dire que c'est clair qu'il y a un coût à la fois financier, des connaissances technologiques qui est attaché à cela, mais au début, cela peut être surmonté simplement en mettant en place ces bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a une base de données gratuite, publique qui existe, plutôt fiable? Est-ce que je sais où se trouvent mes clients, pas forcément mètre par mètre, mais disons région par région, pays par pays, village par village. Et normalement, c'est le cas. Est-ce que je peux maintenant euh, 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 lier le portefeuille ou le louer ou le localiser en fonction des menaces. Et en fonction de cela, j'ai déjà, disons, la première image. Je ne sais pas peut-être comment on Oui, va je commenter. suis d'accord avec vous. Mais vous voyez tout ça, les étapes que vous avez faites, que vous avez présentées là, il faut une compétence au sein de l'institution de microfinance pour pouvoir le faire. Exact. Il y a une partie de formation et de suivi. Ah ouais, c'est clair qu'il ne se fait pas tout seul, on est tout à fait d'accord. Euh, tout à fait d'accord. Je vois que donc Étienne nous dit, je trouve très intéressant l'expérience des institutions. Maintenant, je veux savoir si vous pouvez accompagner une microfinance de Burkina comme la nôtre pour pouvoir mettre en œuvre financement vert. Nous sommes dans la zone forte potentiel agricole. Oui, on peut le faire. Donc, envoyez-nous vos contacts et on va vous contacter. On pourra le faire. Ouais. Donc, avec plaisir. Je suis pour la suite. Bon, pour la suite, l'identification risque opportunité en direct, bah voilà, maintenant on va regarder la partie directe. Donc, cette formation-là d'identification, voilà, ça forcément, c'est faire de la publicité. Bah, moi, je travaille pour le Just Institute. Nous, on fait que former, pas que former, on fait autre chose, que former les agents des crédits et les managers à être capables d'identifier les risques et les opportunités, surtout sur le secteur agricole. Donc, on donne des cours de formation pendant 4 6 mois avec des outils digitaux, des instruments pour faire des exercices, des cas d'études sur leurs clients et leur portefeuille, dans lesquels, après, pour la suite, ils sont sensibilisés, éventuellement, à avoir des interventions spécifiques ou développer pour eux-mêmes ce type de premières étapes et donc d'avoir ces connaissances en place parce qu'ils puissent commencer à progresser tout seuls. Donc, si quelqu'un est intéressé, encore une fois, nous dites, on commence le deuxième prochain cycle de formation dans 2 mois, en janvier. Je suis. Voilà, direct. Donc, identification des risques et opportunités directes. Donc, ça, c'est la partie directe. Donc, ce qu'il y a à voir par rapport à l'institution. L'institution évalue sa propre vulnérabilité. Maintenant, on parle de la vulnérabilité de l'institution, hein, pas de la vulnérabilité des clients, aux menaces météorologiques, changement climatique, etc. Donc, ça veut dire, par exemple, est-ce que je sais que mes agences sont localisées pas loin des rivières et que ces rivières pourraient éventuellement voilà, sortir de leur lit et donc inonder l'agence. Hein, ça, c'est une possibilité. On évalue l'impact négatif des activités internes sur l'environnement, donc l'empreinte écologique. Ça veut dire, par exemple, la quantité de papier qu'on utilise, l'énergie qu'on utilise, l'eau, etc. Donc, toutes les activités qui sont faites, les transports qui sont faits pour l'institution ou pour ses employés. L'institution forme ses agents, encore une fois, des crédits et son personnel de back-office à l'évaluation des dépenses énergétiques de l'institution, des déchets produits, des dépenses des papiers, des dépenses de carburant, etc. Indicateur numéro 4, l'institution évalue ses propres possibilités d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie environnementale, un système de gestion des risques environnementaux et climatiques et des produits et services écologiques. Donc, tout cela, c'est la partie, disons, des indicateurs qui sont supportés par les indicateurs quantitatifs. On va lire un ou deux, seulement pour avoir une idée. Donc, la quantité d'énergie produite et consommée par l'institution à partir des ressources renouvelables sur une base annuelle, consommation d'eau au siège et dans les succursales, émissions équivalentes de CO2 au siège et dans les succursales, etc., etc. La quantité de déchets, etc. Donc, encore une fois, il ne faut pas être capable de reporter tout cela. Il faut être capable de définir qu'est-ce que c'est la dimension la plus importante pour vos entités, voir si vous êtes capable d'identifier cela. Donc, est-ce que c'est la vulnérabilité? C'est la vulnérabilité à quoi? Est-ce que c'est l'impact environnemental négatif? Négatif à quoi? Donc, sélectionnez vos priorités.
Soyez sûr qu'il y a une première identification de ces opportunités-là et soyez sûr que vous avez au moins un indicateur de quantitatif qui vous permet de vous assurer du niveau des compréhensions et des progrès des risques environnementaux et d'opportunités. On va voir quelques exemples. CACMU, institution en Équateur, bah, qui a travaillé davantage sur l'identification des risques et opportunités directes. Donc, a développé CACMU un projet qui s'appelle le projet Green CACMU, qui est basé sur le bâtiment au siège, donc a développé certaines pratiques environnementales soutenables dans son siège. Intéressant. Donc, il a commencé à restaurer le bâtiment du siège en utilisant des paramètres d'éco-construction efficaces, un établissement qui a des critères pour réduire la consommation d'énergie en eau, utilisant aussi des matériaux recyclables. Euh, il a une certification qui montre qu'il réduit au moins 20% de consommation d'énergie, d'eau, et qui est aussi intrinsèque en matériel de construction. Donc, c'est là clairement, il a eu du support pour pouvoir le faire. Il a clairement un indice aussi d'image, mais il génère pour la conséquence, voilà, à terme, des économies. C'est aussi l'idée. Donc, la réduction aussi estimée entre 10-12 tonnes de carbone par an, par exemple, qui peut s'y reporter. Il a une sensibilisation, hein, il y a la sensibilisation des membres de la coopérative, CACMU c'est une coopérative et de la société civile pour la présentation du projet Green CACMU. Donc, il y a aussi, utilise cela, cette transformation de leur siège aussi un instrument de communication, clairement chez les bailleurs, mais aussi chez les clients, pour montrer justement bah, l'intérêt et l'importance et donner l'exemple. Donc, typiquement, la gestion de l'identification et l'identification et la gestion des risques environnementaux, c'est quelque chose qui est utilisé comme un instrument de sensibilisation. Donc, l'investissement de la technologie durable, l'utilisation des énergies propres peuvent générer des avantages environnementaux, économiques et sociaux à court et long terme. Donc, ça, c'est un peu le message qu'il veut partager avec ses clients et ses partenaires. Donc, la solution technique de construction mise en œuvre pour la construction Casa Verde, dont voyons des exemples, énergie, à réduction du rapport entre les fenêtres et les murs. Voilà un peinture rafraîchissant pour les murs extérieurs, un éclairage à faible consommation d'énergie de panneaux solaires photovoltaïques, tout en dimension efficacité énergétique et énergie verte. Ou les robinets à faible débit pour les salles de bain, les robinets en double chasse, urinoir à faible consommation d'eau et système de récupération de l'eau des pluies des matériaux voilà, qui sont composés en situ pour tablier métallique. Donc, tout ça comme des matériaux qui sont recyclés ou réutilisés avec de bonnes caractéristiques et donc qui génèrent une économie d'eau d'environ des 42% par an. Et c'est traduit clairement dans des coûts. Donc, ça, c'est des exemples. Voilà, c'est très spécifique. Donc, vous amenez vraiment un bon exemple. CACMU travaille sur ça depuis longtemps. Et clairement, ça, c'est très détaillé. Mais vous pouvez trouver votre place, quoi, de qu'est-ce qu'il faudrait y avancer chez vos entités, à la fois du point de vue de gestion de l'eau, gestion d'énergie, gestion des déchets, etc. Un autre exemple, Tamwilcom en Jordanie, qui travaille sur cela aussi. Donc, il y a un système solaire au siège et dans 18 succursales. Souvent, mettre en place un système solaire au siège permet de réduire les coûts d'énergie. Souvent, mettre en place un système solaire au succursale permet de donner accès à l'énergie fiable succursale. Donc, il est aussi lié à deux aspects. Donc, un aspect coût, efficacité énergétique, mais il y a aussi un aspect lié à l'accès aux énergies pour permettre quand même d'y opérer fiablement et de baisser ses coûts. Minimisation des émissions par l'utilisation des transports électriques et minimisation de consommation d'électricité. Quelqu'un des principales incidences quantitatives, voilà. Donc, il a économisé une certaine quantité de kilowattheures au siège, la réduction du volume de papier imprimé, voilà, vous voyez, la réduction de la consommation de carburant au siège de succursales. Donc, vous voyez quand même, il a mis en place des pratiques et des politiques, et aussi, il a en place certains indicateurs quantitatifs qui lui permettent à niveau annuel d'y comprendre l'efficacité de ce qui était mis en place. Il y a une formation en mise en œuvre d'une politique environnementale et sociale, donc ça veut dire que ces employés sont formés pour cela, que c'est clé, formés et sensibilisés, comme ça qu'ils peuvent trouver aussi des solutions. Et voilà, et donc ça, c'est ce que je voulais partager avec vous comme exemple. Est-ce que vous avez des petits retours avant qu'on va sur la possible collecte des données? Ça nécessite aussi des efforts de renforcement des compétences au sein des institutions de microfinance. Parce que, par exemple, pour pouvoir reporter sur une réduction de l'émission de carbone, il faut déjà être capable de suivre
l'émission annuelle de carbone des bâtiments et des activités. Oui, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Encore là, encore une fois, moi, je prêche pour une approche progressive. Ça veut dire, c'est clair que ce serait pas mal de pouvoir suivre la quantité de kilowattheures en énergie renouvelable, la réduction d'émissions de gaz à effet de serre, etc. Et si cela n'est pas possible, bah, commençons de des choses plus simples. Typiquement, les dépenses d'électricité, bah, si on paye une facture, elles sont monitorées. Donc ça, c'est plus facile de voir, bah, je passe des panneaux, disons, d'énergie électrique standard à solaire. Bah, je vais être capable de voir combien je dépense moins. Même chose pour le débit à l'eau, hein, même chose pour la production disons, des déchets. Cela ne demande pas de grandes technologies. Il y a simplement une question de politique suivie et quelqu'un qui soit responsable. Une fois qu'on fait le premier passage, la question justement, c'est comment on traduit ces éléments, ces résultats, ou des résultats qu'on peut après éventuellement monétiser, comme vous faites l'exemple justement sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais encore une fois, je prêche de le faire en différentes étapes. Les premières, typiquement, est faisable pour tout le monde. Le deuxième demande typiquement voilà, des investissements qui peuvent être relevant de la technologie, des monitoring, etc. Et donc là, typiquement, si on est capable de faire la première étape, bah, de temps en temps, on peut trouver quelqu'un qui est intéressé à nous accompagner à l'étape 2. OK, donc en fonction de cela, donc on a encore un petit vingtaine de minutes. Donc, je vous montre l'outil pour justement collecter ces informations. Alors, donc, première chose, Anaïs, est-ce que tu pourrais nous poster, s'il vous plaît, les liens que tu vois ici? Euh, donc, alors, le Green 3.0, déjà depuis 2021, il a eu comme support une solution numérique libre, c'est très important qu'elle soit libre, accessible à tout le monde, qui est sur le site du groupe d'action. Donc, vous voyez, c'est l'outil digital de Greenest 3.0, c'est développé par Edera Solutions, qui c'est le fournisseur officiel des solutions digitales pour le groupe d'action de la finance verte et climatement intelligent au sein de la plateforme européenne de la microfinance. Donc, avec le support Edera, on a développé ces outils qui est disponible, accessible à tout le monde, à le lien que vous voyez ici. Euh, donc, euh, voilà, donc c'est super. Merci Anaïs d'avoir posé cela. Vous pouvez aller là. Et si vous allez là, vous ouvrez l'outil digital. C'est là, cet outil, il vous permet d'avoir accès à tout la Greening 3.0, donc qui vous permet à la fois de pouvoir le parcourir dans sa complexité de A à Z, clairement, mais aussi de pouvoir remplir un Greening 3.0 en complet. Nous, aujourd'hui, on fait une chose différente. Encore une fois, grâce à le logiciel et le support technologique de DERA, bah, on a développé ensemble avec cette formation-là un autre petit outil digital qui sépare norme par norme. Donc aujourd'hui, je vous invite en fait de ne pas ouvrir le premier lien que vous pouvez quand même regarder, utiliser, explorer, mais par contre d'ouvrir ce lien ici, que je demande encore une fois à Naïs, il peut le mettre dans la chat. Et moi aussi, je vais faire la même chose. Je vais vous conduire un peu à l'intérieur de ces premières normes, comme ça que vous comprenez un peu si au cas où vous voulez remplir, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Je vous rappelle que si vous travaillez avec nous et vous remplissez, vous déclarez davantage la performance environnementale selon chaque norme pour chaque session de formation, si vous êtes une institution microfinancière, ça va vous permettre à la fin des quatre cycles, des 4 sessions de formation, de pouvoir recevoir vos scoring. OK? Donc, le scoring que vous recevez par rapport à chaque norme et vous comparez vis-à-vis des autres participants de la formation. Donc, on vous invite clairement à le faire. Alors, j'arrête le partage un instant et je vais avec vous dans l'outil. Donc, si vous cliquez dans l'outil, dans le lien, on va voir, euh, qu'est-ce que c'est là, ça montre. Un instant. Si vous pouvez nous dire dans la chat, si au cas où, euh, si au cas où vous avez des problèmes à rentrer. S'il vous plaît de me dire. Ou c'est tout bon et tout le monde arrive à rentrer.
Ça prend un peu de temps. Soyez confiants. Oui, vous êtes arrivé à rentrer? Non? Si, Super. Donc, je partage mon écran aussi. Un instant. OK. Donc, je repartage mon écran. Dites-moi si vous voyez mon écran. Est-ce que vous le voyez? oui, Oui. Super. Donc, si vous êtes ici, si vous avez cliqué, vous arrivez ici. OK? Ici en haut, vous voyez, il y a écrit Choose the language. Donc, si vous allez aller en français, vous pouvez mettre en français. Voilà. Donc, c'est important de faire cette première étape. Comme ça, vous allez avoir tout l'outil en français. C'est fait? Ouais? Oui, on voit. Super. Donc après, suivant. Suivant, quand vous rentrez, là, vous demande, vous acceptez les données sécurisées par EDERA, qui c'est le fournisseur de solutions digitaux. Voilà, et donc ici, blablabla, toutes les choses qu'il faut faire, c'est tout un document, voilà, de disclaimer. Voilà. Le- donc, sont partagés uniquement avec ceux qui sont concernés. On ne va pas partager vos données au dehors de votre institution. Vous faites seulement faire une analyse statistique, etc., etc. Donc, je vous invite à lire ça en détail. Et une fois que vous êtes d'accord, cliquez oui, allez-y. Si vous ne donnez pas l'accord, on ne peut pas avancer. Donc, il faut lire. Il y a des liens à regarder, la politique de confidentialité aussi à regarder, etc. Je vous le laisse lire tranquillement. Si vous êtes d'accord, vous suivez et vous rentrez. Ici, on vous demande vos noms. Donc, David. Voilà. L'email qu'il faut mettre. Vous mettez vos emails. Le nom de l'institution, en mon cas, Just Institute. Voilà, vous êtes une institution financière. Ça, c'est fait pour une institution de microfinance, une institution qui fait des prêts directement à des micro, petites, moyennes entreprises. Donc, c'est important qui doit remplir cet outil-là. Alors, qui peut avoir accès et qui peut l'explorer? Tout le monde. Voilà, c'est clairement tout le monde. C'est fait pour tout le monde, pour se former, éventuellement pour former, pour aider vos partenaires. Mais qui doit le remplir pour avoir une évaluation de sa performance environnementale? C'est l'institution qui fait des prêts à des micro, petites entreprises, des familles pauvres, etc. Notamment si ce sont des microfinances, en coopérative, etc. Ce n'est pas pour un investisseur, ce n'est pas pour une institution de recherche, etc. Donc, il faut qu'il soit rempli par vous, si vous êtes une institution de microfinance ou par quelqu'un de vos partenaires. Donc, je vous invite éventuellement à le partager, le faire remplir. Type d'institution, vous voyez ici, donc fournisseur de services financiers inclusifs. Donc, c'est ça que vous devez remplir. Les autres, vous voyez, c'est consultants, institutions de recherche, sociétés informatiques, etc. Vous pouvez clairement le faire, mais c'est là où on cherche de collecter des informations. Statut juridique, voilà, par exemple, coopérative, j'ai mis ONG, année des fondations, voilà, on peut le remplir. Tous les trucs qui sont avec un astérix sont obligatoires. Disons que je suis basé en Afrique subsaharienne. OK? Bon, et je suis. Une fois que c'est fait, je peux remplir les choses ici qui sont sans astérisque ou pas. Une fois que j'ai fait, je suis. Là, dernier point avant d'y aller. Alors, ça, c'est important. Si pouvez-vous fournir des commentaires supplémentaires sur les indicateurs de l'index verte à niveau de chaque pratique? Oui, non. Normalement, mettez oui. Ça vous permet d'ouvrir des petites fenêtres où vous pouvez exprimer des commentaires et pas seulement répondre aux questions. Donc, par exemple, vous avez une stratégie environnementale, vous le mettez en place, etc. Dans ces cas-là, pardon, vous avez l'instrument pour identifier les risques et les opportunités. Vous pouvez après envoyer et écrire davantage deux éléments. OK, pour nous expliquer davantage comment vous le faites, pourquoi vous le faites, les défis, les stratégies. Et l'autre, voulez-vous inclure des indicateurs quantitatifs? Comme vous expliquez, le Green Index a des indicateurs quantitatifs. Donc, vous pouvez décider de ne pas les montrer ou de les montrer. Donc, moi, je vous invite de le remplir en cliquant oui, montrez-moi les indicateurs quantitatifs lorsqu'ils sont disponibles. Ils ne sont pas obligatoires, voilà, à être remplis,
Mais si vous cliquez ici, bah, ça vous permet de les visualiser. Et si vous avez des informations, bah voilà. Euh, donc, on suive par là. Et donc, une fois que vous avez cliqué, bah, encore suivant. Et quand vous arrivez, bah voilà, et ici c'est pour vous. Je vais parcourir un peu rapidement, déjà vous, tous les indicateurs, hein, le Green Index 3.0, donc la norme numéro 1. Vous voyez là, on est sur les premières pratiques essentielles. Ce qu'on a vu, c'est l'identification des risques et des opportunités indirectes. Et donc ici, vous retrouvez exactement les mêmes questions que je vous ai montrées tout à l'heure, mais maintenant ici en bas, vous voyez tous les choix multiples. Donc, par exemple, la situation identifie la vulnérabilité aux facteurs suivants. Menaces météorologiques, peut-être, perte de biodiversité, pauvreté énergétique, ben voilà, accès insuffisant réduit à l'assainissement, maladie due à la pollution à l'intérieur de l'air. Vous voyez, donc c'est très détaillé. Qu'est-ce que vous identifiez chez vos clients? Pour la suite, on le fait tout à niveau du client. Donc, vous savez, pour client par client, au niveau de votre portefeuille. Supposons que bah, je ne connais pas client par client, mais j'ai une idée à niveau de mon portefeuille. Je choisis ici. On peut aussi faire les deux. Pour la suite, comme vous voyez ici, les solutions forment Donc, les agents. Oui. pardon, David, si l'IMF n'est pas capable, Mhm. d'accord, de définir, elle sait qu'il y a des risques, des vulnérabilités en tout cas, mais elle n'en a pas conscience. Quelle est l'étape précédente? Bah, De simplement, faire une enquête auprès des clients, des focus group, je reviens sur qu'est-ce que ça sert ces indicateurs, ces outils. L'outil, ça sert pour établir la ligne de base où vous êtes. Donc d'abord, il faut le remplir selon l'état actuel. Si vous Oui, n'êtes mais il pas faut être capable. conscient de l'état actuel. Oui, mais la question, c'est l'institution identifie la vulnérabilité au facteur OK. suivant. Si vous ne le Ça faites veut dire pas, qu'elle sait le faire. bah, non, mais s'il n'est pas conscient, ça veut dire qu'il ne le fait pas. OK, d'accord. OK. C'est une évaluation. Donc maintenant, quand va sortir qui ne le fait Mais pas, justement, il y a pas de réponse qu'elle ne le fait pas. Il n'y a aucun des éléments ci-dessus. C'est pas la même chose que elle ne sait aucun pas des le éléments faire. ci-dessous. C'est la même chose qu'elle ne sait pas le faire. C'est pas la même chose, pardon. Vous voyez? On ne sait pas pourquoi. On ne demande pas pourquoi. On demande qu'est-ce qu'elle fait. Donc, il ne le fait pas. Après, il faut voir toute une liste de tas de choses qui, pourquoi il ne le fait pas. Il n'est pas capable de le faire, n'a pas les financements, etc., etc. Donc, ça, OK, on développe un d'accord. dialogue avec l'institution. Bon, on comprend que vous ne le Mhm. faites pas. Dites-nous pourquoi. Encore une fois, le Green 3.0 fixe en base pour définir un dialogue, les lacunes principales après un établissement des axes d'activité et d'action. Donc, il n'est pas intégré automatiquement maintenant l'analyse de toutes les raisons pour chacun des indicateurs. Vous imaginez comment ça va OK. être compliqué. Là, c'est fait très en détail pour qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous ne faites pas. Après, l'institution peut inclure, comme vous avez vu dans les commentaires, les raisons. Donc, vous allez en bas, il y a des commentaires qui peuvent clairement y exposer. Vous pouvez l'inviter davantage à remplir ces commentaires, comme ça que vous pouvez très bien comprendre pourquoi elle ne le fait pas. Ce n'est pas obligatoire à cette étape. OK. Et une fois qu'on fait ça, bah, vous voyez après, vous savez, le suivi des autres indicateurs, c'est similaire. Maintenant, la formation. Maintenant, dans les formations qu'on a discuté il y a l'heure passée, bah, maintenant, qu'est-ce qu'on forme? Peut-être on forme personne, on forme tout le monde, mais on le forme sur quoi? Et je pourrais très bien dire, moi, j'ai identifié les menaces météorologiques, les changements climatiques, mais je forme, par exemple, mes agents seulement au changement climatique et pas les menaces météorologiques, par exemple. Vous voyez? Donc ici, on comprend qui est formé pour faire quoi. OK? Ou potentiellement, voilà, je les forme à la maladie due à la pollution de l'air. Bon, très bien. Ça veut dire je les forme, mais je ne les identifie pas. OK? Donc ça permet de comprendre l'état de compréhension et de formation à l'intérieur et l'utilisation des outils pour faire cela. Par le biais de ses propres ressources humaines, vous voyez, on a des experts locaux, voilà, on a des experts internationaux ou d'autres. Donc, comment on forme un personnel? Supposons que c'est parti d'un projet d'assistant technique, donc c'est-à-dire c'est formé pour des experts internationaux. Ou, vous voyez, pour d'autres cas, bah, il y a des ressources internes pour le faire. Quelqu'un qui est formé, qui peut former d'autres. Troisième élément, l'institution a établi des partenariats avec des prestataires assistants techniques ou technologies qui nous permettent d'évaluer ces vulnérabilités. Donc, si on voit l'exemple de Bancamie, ben, on va dire, bah oui, on l'a, et voilà, j'ai quelqu'un qui m'a fourni les données pour le changement climatique. Si je ne l'ai pas, bah, je ne l'ai pas. Donc là, maintenant, on peut regarder est-ce qu'il y a des accords informels, des accords formels, est-ce qu'il y a vraiment un accord d'échange de données, etc., donc formel, ou simplement, alors là, il y a un accord de partenariat. Et donc, ici, si vous regardez, si vous voulez remplir les indicateurs quantitatifs, bah, ici, il faut cliquer. Ici, vont apparaître tous les indicateurs quantitatifs. Le nombre de gens de crédit personnes
qu'ils ont reçu une formation sur la vulnérabilité des clients ou des portefeuilles sur le changement climatique, etc., il faut mettre un nombre. L'année passée, 12. Voilà. Et après, toutes les autres choses. Le nombre d'événements de sensibilisation, de partenariats, etc. Et après, l'indicateur suivre relativement simplement sur les autres deux dimensions. Donc ici, comme on avait dit, voilà, l'indicateur 4, il parle maintenant des impacts environnementaux négatifs. Donc vous voyez ici, c'est toute la partie des impacts qu'on peut voir négatifs sur l'environnement. Vous voyez pollution de l'air, de l'eau, pollution du sol, etc. Donc c'est la partie impact négatif. Vous sélectionnez lesquels que vous identifiez, aucun ou certains. Peut-être cela, vous le faites à niveau de chaque client, ou peut-être pas. Et ici en bas, ça suit. Voilà. Est-ce qu'on forme les agents pour le faire? Ah oui, bon, j'identifie pollution de l'air, pollution de l'eau, pollution du sol, mais je forme les agents sur la déforestation, par exemple. OK? Ça, je le fais des experts locaux. Et la même chose ici, c'est les partenariats. Est-ce que j'ai des partenariats? Comme vous dites justement, Catherine nous disait justement, mais il faut voir peut-être quelqu'un qui le mesure. Quelqu'un qui mesure ces gaz à effet de serre. Oui, je ne le fais pas tout seul. J'ai un partenaire qui me mesure les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, partenariat formal. En bas, on suit la même chose, les indicateurs quantitatifs ne sont pas obligatoires. On peut dire bah, combien de partenariats j'ai? Un. Voilà. Et les autres, voilà combien de gens j'ai formé. Je n'ai formé 5, 4. Voilà. Ici en bas, c'est le point 7 qui veut dire les institutions réalisent des études de marché. Non, je ne fais pas d'études de marché. Oui, si je les fais, il s'ouvre des possibilités. Vous voyez, demande de pratiques et technologies vertes des clients cibles, vision financière pour les pratiques et technologies vertes. Qu'est-ce que je regarde? Coût et retour d'investissement, mesures incitatives, voilà, soutien technologique. Bon, donc, c'est tout ce que j'essaie d'identifier. Mais peut-être je n'identifie rien de cela, seulement une chose, mais me permet voilà, de comprendre à quel niveau je comprends les nécessités de mes clients. Supposons simplement, je fais une petite enquête, je dis à mes officiels de crédit de collecter ces informations. OK? Ou comme on a dit, bah, voilà, on comprend le besoin de soutien technologique. Mais je dis ici, vous voyez, il y a deux indicateurs quantitatifs. Donc, la taille totale du marché pour les produits et services financiers, c'est ce que je suis capable de l'établir. Voilà, est-ce qu'il y a un marché total disponible? Combien je pense de pouvoir avoir accès, etc. Besoin de demande de chaque client. Oui, je le regarde pour chaque client maintenant, pas au niveau du portefeuille ou de mon activité. Je le regarde au niveau, par exemple, d'accès à énergie abordable. Je comprends si le client a cette nécessité-là ou pas, par exemple, ou d'augmentation de productivité. Donc, je suis capable de poser d'autres questions au client et de comprendre s'il est dans une situation de nécessité d'avoir accès à l'énergie ou autre chose. Forme les agents, même chose. Est-ce qu'on forme les agents pour identifier ses besoins, ses nécessités, ses opportunités? Supposons qu'on le fait grâce à l'accès à l'énergie abordable, comme je le fais à travers mes ressources humaines. Vous voyez, ça paraît que c'est long, je suis d'accord, mais la structure est similaire. Voilà. Et voilà, même chose, partenariat, bah oui, j'ai un fournisseur, un accord formel de quelqu'un qui nous permet d'évaluer les besoins en énergie renouvelable, par exemple avec des solutions digitales, des enquêtes qui nous permettent d'établir cela. Vous voyez ici, il y a un commentaire. Vous voyez, je ne le fais pas. Pourquoi? Et après, on suit. Je vais un peu rapidement pour clôturer et rester dans les temps. Ici, il y a la même chose, mais c'est pour la deuxième partie essentielle, que c'est la partie des risques directs ou opportunités directes. Donc maintenant, on demande l'institution d'évaluer sa propre vulnérabilité. Non, je ne le fais pas. Si je le fais, je demande de faire quoi? Au changement climatique, par exemple. De quoi? Des bâtiments au siège social et des succursales, par exemple. Ben voilà. Comme je le fais, ben, je le fais avec des méthodologies d'indicateurs spécifiques dans une réglementation dans normes locales. Voilà. Donc, qui sont induits justement dans normes locales qui me dit de comprendre qu'est-ce que sont mes menaces à lesquelles je peux être assujetti en tant que bâtiment. Et s'il vous plaît, voilà, de nous donner la norme, si vous l'écrivez. Mesure les indicateurs pour évaluer l'impact négatif. Encore une fois, peut-être que je ne le fais pas au siège ou je le fais. Si je le fais, de quoi? Oui, dépenses d'énergie, déchets produits. Qu'est-ce qu'on a vu dans les exemples? Vous voyez, dépenses de papier. Bah, je le fais seulement au siège. Voilà, j'utilise méthodologie internationale pour le faire. Donc, vous voyez, bah, donc voilà, les déchets, en fonction de leur type de déchets, sont collectés. Voilà, selon classification internationale. Combien je le fais? Bah, ici, c'est toutes les données quantitatives. Donc, la quantité d'énergie générée pour, par exemple, pour des sources renouvelables, la quantité de déchets, et tout ce qu'on vient de discuter tout à l'heure. Voilà, ici, on termine sur les circulations fortes, ce genre de crédit et son personnel à l'empreinte écologique de l'institution. Disons non.
J'évalue mes possibilités de développer et de mettre en œuvre une stratégie environnementale, pourquoi pas, et je le fais en termes d'opportunités de marché, d'identification de produits. Et là, si vous avez des commentaires, une fois que vous êtes arrivé ici, vous avez terminé, si vous avez répondu à tout cela, le remplissage de la norme numéro 1, et vous pouvez écrire suivant. Voilà. Et ici, ben, merci, vous avez rempli le questionnaire. C'était It is a try. Voilà. Ça, c'est pour moi. On ne pas enregistré. Et dès que je l'ai, ben, je peux l'envoyer. Important, soumettre. Le soumis, vous voyez, soumis réussi. Ben, voilà. Et maintenant, si vous le faites, nous, on l'a reçu. Et si vous remplissez tout cela pendant les 4 formations, ben, on va vous faire un retour sur votre état d'avancement. Avant de clôturer et de prendre vos questions, je repartage un instant la présentation, comme ça qu'on termine la présentation. Un micro-instant. Voilà. Dites-moi si vous voyez encore mon écran, s'il vous plaît. Oui. Oui. Attendez, mais je ne vois plus moi ce que je partage. Un micro-instant. Est-ce que vous voyez bien la présentation? Oui. Super. Merci. Merci de mettre en plein écran, peut-être. Je vais le faire tout de suite. Merci. Un instant. Je n'arrive pas à déplacer. Hop là. Slideshow. OK. Donc, bon, on a parcouru jusque-là, bah, n'oubliez pas de soumettre. Voilà, c'est le point. Une fois que vous l'avez fait, bah voilà, je termine. C'était ça simplement pour terminer. C'est-à-dire, voilà, s'il vous plaît, de nous soumettre vos questionnaires, de les faire remplir. Si vous avez une institution financière, de le faire. Si vous le partagez avec vos partenaires, de le faire. Si vous avez des questions sur modalité de partage de ces informations données ou de comment remplir le questionnaire, tout cela, vous avez ici le contact en bas de Johanna Afonso que vous pouvez contacter pour cela. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Une fois Oui, qu'on a soumis le questionnaire, oui. quelles sont les prochaines étapes? Alors, les étapes sont les suivantes. Normalement, vous avez un questionnaire que vous avez accès à chaque cours de formation. Donc, norme 1, norme 0, 1, 2, 3. Une fois que vous les avez tout remplis, bah, normalement, on va revenir vers vous à la fin des 4 cycles de formation avec le résultat et éventuellement avec une comparaison, s'il y a eu suffisamment de soumissions, avec ce qu'ils ont soumis les autres participants. D'accord. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de pouvoir partager cet outil-là avec des partenaires, des SFD partenaires, mais pas forcément dans ce temps de formation, mais l'année prochaine, dans le cadre de projets. Euh, donc, à ce moment-là, comment on peut utiliser cet outil? Il est en open source et vous faites le traitement. L'outil Greenness 3.0 est en open source depuis 2021, donc il Mhm. est ouvert. Clairement, vous le voyez ici, Oui. c'est mis à disposition pour Edera en open source sous le site de le groupe d'action. Donc, vous pouvez y accéder. Alors, il y a deux, trois façons de le faire, hein. Un, typiquement, c'est des démos. Donc, vous vous formez, vous le testez, etc. Pour faire un travail, disons, dédié avec un nombre défini d'institutions et tout cela, on conseille la procédure suivante. De nous envoyer un email, nous expliquer, donc contacter la Johanna pour le faire. Comme ça qu'éventuellement, on peut travailler avec Edera et c'est eux qui vont vous définir les détails. Éventuellement, d'avoir un espace dans lequel on peut monitorer qui et comment a rempli autour d'un groupe d'institutions financières. Comme ça qu'on peut un peu structurer mieux la collecte des données. Donc, mais sinon, c'est ouvert, c'est disponible en ligne. Clairement, il peut être rempli pour tout le monde. Ouais, bah, Je vous conseille peut-être avant de le Rempli faire. rempli et analysé, c'est ça? Oui, je vous conseille justement pour le détail de comment faire cela. Normalement, écrivez-nous un email ici. Et normalement, les modalités de comment le faire pour optimiser le fait que ce soit fait, que les données soient remises à vous, etc., de la forme la plus pertinente possible. Typiquement, on demande de se coordonner un instant. Et donc, écrivez un email et on va revenir vers vous. Bah, qu'est-ce que vous avez besoin, comment vous voulez le report, etc. ouais, parce que Vous allez aussi concrètement, avoir c'est concrètement, vous avez un exemple d'un démo des reports en ligne sur le même lien qui va vous montrer comment normalement les données sont générées.
qu'est-ce qui s'est généré? Il y a un formulaire standard avec le résultat, un scoring pour chaque standard et pratique essentielle. Non, mais peut-être pour aller dans le sens de Catherine, concrètement, si on veut inviter nos partenaires IMF ou autres à remplir ce type de questionnaire, quelles sont les différentes étapes? Est-ce qu'elles peuvent le faire toutes seules? Est-ce qu'on doit d'abord leur présenter l'outil en ligne? Est-ce qu'elles doivent être assistées par une personne qui maîtrise déjà cet outil? Il y a Concrètement, comment ça se passe? concrètement, il y a différentes modalités selon vos nécessités. C'est pour ça que je vous invite à l'écrire. Vous pouvez le faire toute seule, mais ça va être un self-report toute seule sans qu'on ait qu'un contrôle de qualité. Donc, disons, on n'incentive pas cela, mais c'est D'accord? disponible en ligne et vous pouvez très bien le faire. Vous êtes formé aujourd'hui, vous sentez autant utilité de pouvoir introduire cela à vos partenaires, pourquoi pas. Vous aussi partager le Mhm. cours en ligne que vous venez participer. Si c'est suffisant pour vous, pourquoi pas. Si vous avez besoin d'un accompagnement, ça peut faire de deux formes. Accompagnement, ça veut dire quelqu'un qui l'introduit, il Mhm. réexplique, etc., à vos partenaires, comme le faire. Encore une fois, le groupe d'action peut donner accès à ce type de service. Si vous avez besoin, chose que nous, normalement, on suggère d'un espace de données à vous dédié, que vous voulez le faire, ça veut dire, vous êtes une entité, par exemple, Nadia, vous êtes D, Je suis la collègue de Catherine, je travaille pour ADA. voilà, des ADA, par exemple, ben voilà, vous dites un espace dédié ADA pour la Mhm. collecte de ces informations-là. OK? Donc, on ouvre, là encore une fois, en relation avec EDERA. C'est pour ça qu'il faut nous écrire, il faut qu'on s'aligne groupe d'action EDERA. Potentiellement, un espace de gestion des données seulement pour vos entités, à laquelle vous, éventuellement, vous devez avoir accès, qui permet de maîtriser qui ne remplit pas. Donc, il y a à la fin de l'élément, si vous voulez, digital, la gestion de données et des qualités. Il y a aussi la possibilité qui vous mandatez certains de groupes d'action qui sont formés à faire ce collecte de données. C'est aussi possible cela. Donc, quelqu'un qui va aider et à Mhm. collecter les données, il va émettre un report. Ce report-là n'est pas simplement d'autodéclaration, mais il y a tout un processus d'analyse, questionnement des réponses, analyse des Bien sûr. documents. Voilà, Mhm. donc il y a différentes formes d'analyse. Nous, on a Mhm. géré sous différents cas, self-déclaration, totalement libre, guidé, qu'est-ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, mais aussi quelqu'un de nous qui s'engage à collecter pour chaque entité les réponses, les questionner, les analyser, regarder les documents, écrire le report. Il est aussi fait en étape suivante. Il y a dans certains projets, on a travaillé sur maintenant, au-delà de cela, évidencer les lacunes, définir les priorités et définir un plan d'action. Aussi, c'est Mhm. possible. Donc, clairement, tout ça, c'est un différents niveaux d'intensité, si vous voulez. Mhm. C'est pour ça qu'en se lancer là, écrivez-nous un email là à Johanna et on va vous questionner de vos besoins et on discute. Mais à base numéro un, oui, le lien est disponible en ligne, tout le monde peut l'utiliser, est gratuit si vous voulez faire des autodéclarations. Voilà, c'est disponible. Ça va? J'ai répondu? Et Oui. l'autodéclaration génère un rapport. Ouais, c'est bien ça. Oui, sur les modalités, je reviens de nous écrire parce que Ok, alors d'accord. Ok, voilà, merci. en fait, c'est Oui, oui. envoyé à vous, c'est envoyé les entités différemment. Donc, si vous avez un email, vous avez ces réponses sous quelques jours directement de DERA, qui est ceux qui gèrent la gestion des données. Alors peut-être une question, Ouais. est-ce que ce formulaire pourrait être adapté ou peut être utilisable en l'état, par exemple, pour analyser les risques et opportunités environnementales au niveau du PME qu'on souhaiterait accompagner dans le cadre du verdissement de ces activités? Ouais, deux possibilités. Possibilité numéro un, vous pouvez le prendre et l'adapter vous-même. Possibilité Mhm. numéro deux, vous nous mandatez, ou mandatez quelqu'un des experts du groupe d'action pour le faire pour vous. L'outil en Ok. soi-même est comme ça, est standard exactement pour avoir un collect standard, mais il y a déjà eu des cas de certains partenaires qui s'en approprient, ils s'inspirent, ils adaptent selon le propre processus et tout ça, et éventuellement, ils l'adaptent à d'autres scopes. Comme vous dites, SMI, Small and Medium Enterprise, c'est une Mhm. possibilité. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, d'abord, je vous remercie pour le temps dédié et l'intérêt de votre participation. Je vous rappelle que vous allez recevoir à la fois le document de présentation, voilà, aussi la registration de cette formation. Euh, et comme ça, vous pouvez l'utiliser, le partager et vous allez aussi recevoir le lien au questionnaire en ligne que vous pouvez utiliser à la fois pour explorer
le GRIS 3.0, sa norme sur laquelle vous venez d'être formé, et aussi vous pouvez l'utiliser pour collecter les données. Comme on vient de dire, si quelqu'un est intéressé, même procédure, écrivez-nous pour le faire. Il y a aussi d'autres matériels en ligne que je vous rappelle et je vous invite à questionner et regarder. Donc, les maps vertes, comme vous avez vu, les cas d'études et les cours de formation. Donc, il y a pas mal de matériel en ligne sur le groupe d'action que vous pouvez exploiter. C'est mis gentiment à disposition pour la plateforme européenne de la microfinance et le groupe d'action. Voilà.